Bismillah, salam alaikum. Alors, comme a dit Oussada, je ne vais pas intervenir en arabe, parce que des fois, c'est l'Oustad. Et à vrai dire, c'est difficile d'intervenir après des brillantes présentations qui m'ont précédée. Et sincèrement, tout a été dit. Des risques infectieux, de comment protéger les immunodéprimés. Bon, je vais parler un petit peu de l'entourage, quoique elle était déjà amorcée. Mais bon, on va voir ensemble ce que j'ai pu piocher un petit peu dans la littérature. À vrai dire, il n'y a pas vraiment de recommandations. Et surtout, bien sûr, au Maroc, il n'y a pas de recommandations ni pour l'immunodéprimé, ni pour son entourage. Et même, c'est-à-dire à l'international, il n'y a pas vraiment des recommandations carrées pour l'entourage, mais il y a des papiers que je vais partager en fait le résultat avec vous. Je dois bien sûr allumer, je pense, au début, avant que ça glisse. Voilà. Donc, on sait tous que les patients immunodéprimés, c'est une situation de plus en plus fréquente, ça a été dit, c'est pas quelque chose de nouveau. Et surtout, il y a des traitements qui émergent, des choses qui sont nouvelles, avec des nouvelles cibles immunologiques. La biothérapie, c'est un monde de fou maintenant, et on a de nouveaux défis en prévention. On ne sait pas quelle molécule exactement, avec quel risque infectieux, quoi. C'est-à-dire, c'est décrit, mais dans la vraie vie, on ne sait pas encore c'est quoi. On n'a pas vraiment ce recul pour parler du risque, surtout que ces molécules, ils sont d'abord en fait, les patients ils sont traités dans des pays qui n'ont pas la même épidémiologie que la nôtre. On a de la tuberculose, on a de l'hépatite A, et eux, ils ont d'autres problèmes. Donc, il y a un risque accru, comme j'ai dit, d'infection sévère par des pathogènes qui sont courants, et aussi les opportunistes. Et surtout, il y a la difficulté à repérer cette infection sur ce terrain. Par exemple, l'anti-IL6, l'infliximab, on n'a pas de fièvre et donc on a recours de plus en plus à des marqueurs biologiques pour pouvoir en fait repérer cette infection. Donc la prévention, elle doit y être. La prévention directe, vous en avez parlé, c'est le patient, mais il ne faut pas oublier que ce patient, il est dans un environnement. Et donc, si je traite ou si je préviens l'infection chez le patient par la vaccination, il faut voir aussi son entourage, il faut voir aussi les proches, c'est-à-dire la famille, les aidants. Monsieur Bousfah, il a parlé même des institutions pour les enfants, pour la prévention. Et donc, c'est l'entourage, ça acquiert un intérêt croissant de plus en plus. Donc, je vais démarrer par la vaccination parce que mon topo, il va comporter deux chapitres. La vaccination et aussi l'hygiène chez le patient. Et donc, la vaccination d'entourage, c'est le cocooning. Le cocooning, c'est le cercle protecteur du patient. Et quand on parle de cette stratégie de cocooning, ça rassemble la famille et les aides à domicile, et ça rassemble toute personne vivant sous le même toit et toute personne susceptible d'assurer la garde pour ce patient, à savoir les assistants, les gardes malades et autres. Et bien sûr, il ne faut pas oublier le personnel soignant, ça a été dit. Et bien sûr, on parle de personnel soignant qui va être en contact avec le patient. Il ne faut pas oublier tout le monde. Il y a les infirmiers, il y a les médecins, mais il y a aussi les femmes de ménage, il y a celui qui va apporter le plateau du petit déjeuner du matin. Et donc, tout le monde doit être normalement rassemblé dans cette stratégie. Donc, l'objectif de ce cocooning, notre stratégie, c'est de renforcer l'immunité collective autour des patients vulnérables et de vérifier surtout le statut vaccinal de l'entourage immédiat. À savoir, il faut renforcer les rappels à la vaccination chez c'est pas des patients, c'est à monsieur tout le monde, chez lequel on va être obligé de lui dire donnez-moi votre calendrier vaccinal. En général, personne ne fait ce rappel, ok, même nous les soignants malheureusement, et il devrait normalement faire ces rappels. Mais malheureusement au Maroc, on n'a pas de calendrier pour les adultes jusqu'à ce jour. Et donc, quel calendrier appliquer? Normalement, on se rabat sur les calendriers en vigueur ailleurs. Donc, je vais commencer par les recommandations pour la vaccination des contacts proches concernant les inactivés, les vaccins vivants inactivés. Je veux dire, les vaccins inactivés. Ils sont recommandés universellement pour les contacts proches
Les cibles prioritaires, ça a été dit, la grippe, le pneumocoque, la coqueluche, les infections, bon, le pneumocoque, le Covid-19, et il ne faut pas oublier l'hépatite B. Le vaccin de l'hépatite A, s'il y a une transplantation d'organes ou s'il y a un risque d'infection par l'hépatite A, il est présent. Donc, au Maroc, il y a une épidémiologie particulière, comme on a dit, et on est à risque. On est un pays où il y a beaucoup d'hépatite A, mais il ne faut pas oublier de vérifier le statut. Ça veut dire, il faut voir est-ce que le proche, il a déjà fait l'hépatite A, est-ce qu'il a des anticorps qui sont là. Et aussi pour les patients qui reçoivent l'eculizumab ou encore qui sont porteurs d'un déficit properdine ou une fraction terminale du complément, ils sont fragiles par rapport au méningocoque. Donc, il faut vacciner l'entourage par le méningocoque. Donc là, il n'y a pas de problème. Mais là où il y a le dilemme, c'est les vaccins vivants atténués. Le dilemme, c'est de protéger les individus et le risque de transmission. Ça a été dit et redit. Je vais juste rappeler des choses. Le polio oral, il est strictement interdit, bien sûr, dans l'entourage du patient. Et bien sûr, M. Bousfiha l'a dit, le PNI au Maroc, il se base toujours sur le polio oral. Donc, si on a un enfant qui va le recevoir, il faut normalement l'interdire et le remplacer par l'injectable, qui est tout aussi efficace. Et si jamais ça a été administré par inadvertance, il faut éviter le contact pendant 4 à 6 semaines. C'est-à-dire cet enfant, il doit plus être sous le même toit que la personne immunodéprimée. Et si jamais vraiment le contact est inévitable, on est dans des situations où on ne peut pas séparer les deux personnes, donc il faut une hygiène rigoureuse après tout contact avec les selles, c'est-à-dire le changement de couche et autres. Et bien sûr, il faut éviter tout contact avec la salive. Ça veut dire même les ustensiles et la nourriture. On ne peut pas se partager, par exemple, des cuillères. On ne peut pas manger dans le même plat pour ne pas avoir cette transmission. Pour le vaccin VZV, il peut être reçu, bien sûr, je parle de l'entourage, je ne parle pas du patient, sans aucune précaution particulière, sauf si la personne vaccinée présente une éruption. Là, il est à risque de transmettre. Là, il faut éviter, bien sûr, le contact avec la personne immunodéprimée jusqu'à disparition des symptômes. On a le RER, on en a parlé. Il faut que l'entourage soit vacciné. Ça veut dire soit la personne cible, elle a fait déjà la rougeole, mais il ne faut pas oublier la rubéole et les oreillons. Donc, si elle est protégée contre la rougeole, il y a les autres. Et bien sûr, s'il a reçu les 2 doses, il est immunisé. Donc, il ne faut pas en rajouter, sauf si la vaccination, elle est incomplète. Pour la grippe, je parle de l'inactivé. Il est à éviter parce qu'il y a le risque de transmission. Et si jamais il est reçu, 7 jours d'éviction avant qu'on reprend le contact. Parce qu'il y avait un bel article qui a rapporté 22 cas de transmission secondaire qui ont été rapportés dans une unité de soins où les soignants ils ont été vaccinés par le vaccin inactivé intranasal et puis ils ont transmis ça à des patients. Pour le rota, chez le nourrisson, il est obligatoire, bien sûr, pour protéger l'immunodéprimé. Mais il faut observer cette période d'éviction de 4 semaines après l'administration. Donc les challenges, c'est quoi? Ça se rapproche des problèmes avec les patients. Les stratégies de cocooning sont reconnues, sont scientifiquement solides, mais il y a les obstacles de manque de sensibilisation. On a parlé à ce que le patient lui-même ne reçoit pas sa vaccination correctement. Alors, qu'est-ce que je vais dire de l'entourage qui est totalement oublié? Donc, et il y a aussi les facteurs socio-économiques, il ne faut pas les oublier. Même si je suis de bonne foi, je suis devant à ce que ces vaccins ils sont coûteux, et il y a l'hésitation vaccinale dont on a parlé et on ne cesse de parler, et bien sûr, absence de remboursement. Ça, il faut qu'il y ait des réclamations pour notre ministère pour reconnaître ce statut et que ces patients,
il présente en fait un fardeau et il présente aussi un risque pour la population générale pour que notre ministère soit convaincu pour cette vaccination. Et bien sûr, il y a les défis logistiques, il y a l'offre qui est limitée de cette vaccination parce que si j'oriente mon patient qui a besoin du patient ou encore la personne de l'entourage vers un centre de santé pour qu'il soit vacciné, même si le vaccin il est disponible, ils vont pas l'accepter et donc il doit l'acheter et chercher le médecin qui va le vacciner. Voilà, concernant l'entourage, le personnel soignant, les recommandations sont particulières. Les ROR, si les doses sont non reçues, il faut revacciner, sinon il faut faire un catch-up avec une dose si une seule dose est reçue. La coqueluche, il ne faut pas l'oublier, c'est les rappels à 25 ans, 45 ans, 65 ans, chose qui n'est jamais faite chez nous. La grippe saisonnière obligatoire parce que ça devient une infection nosocomiale quand on est à l'hôpital. Et bien sûr, la varicelle, il faut qu'il reçoive 2 doses à 4 à 8 semaines, sauf si la personne a déjà fait la varicelle. Alors, qu'en est-il de l'environnement domestique? Là, j'ai parlé de tout ce qui est vaccination, mais il y a un entourage, c'est le lieu où est le patient. Quand on a une personne qui est très immunodéprimée à l'hôpital, on a en général, si on a une bonne immunité, il y a les précautions, il y a la filtration d'air, il y a les gens qui rentrent en casaque et tout. Mais une fois il est à la maison, qu'en est-il? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on a bien conseillé ces patients et leur entourage? Est-ce qu'on leur a expliqué le risque? Alors, j'ai un petit peu résumé parce qu'on n'a que quelques minutes pour en finir. Donc, il y a l'eau, il y a l'alimentation et il y a l'hygiène personnelle qui va poser problème. Donc, l'eau, il faut que ces patients consomment de l'eau en bouteille. C'est l'eau minérale ou de source, mais il ne faut pas que cette bouteille soit ancienne ou verte, 3 ou 4 jours. Il y a de la pullulation bactérienne. Il faut que ça soit frais, conservé au frais 24 heures. Sinon, on peut bien consommer l'eau de robinet, mais qui doit être bouillie au moins pendant 1 minute. C'est-à-dire, si on le bouillit un petit peu, c'est pas intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on cible comme pathogène? Légionnelle et pseudomonas. Et on n'a pas de vaccin contre ni le légionnella ni le pseudomonas. Donc, la vaccination, mais aussi, il y a les règles d'hygiène. Préparation sécurisée des aliments. Il faut qu'on soit conscient de ce qu'on mange, comment le préparer. J'ai parlé des œufs, mais il y a aussi le poulet qui est aussi qui présente un risque. Il faut que ces aliments sont bien cuits. Et les produits laitiers, bien sûr, non pasteurisés. Les légumes crus non lavés, les produits laitiers non pasteurisés, المغاربة كيعجبهم اللبن كيمشيو للعربية كيجيبوا الحليب هذا et donc il faut que ça soit pasteurisé ou encore bouilli à 100 degrés pendant une période. Et bien sûr, il ne faut pas oublier aussi la supplémentation en probiotiques. Si l'immunodéprimé, il est vraiment à classe 4, c'est les grands immunodéprimés, il y a un risque de translocation et de septicémie d'origine intestinale. Et la qualité d'air. La qualité d'air à domicile, il faut bien sûr, c'est plutôt simple, il faut juste aérer les pièces au moins 2 fois par jour, 10 à 15 minutes. Des fois, on a un dé qui est fragile, toujours enferme. Non, il faut aérer, mais il faut choisir. Si on est sur une grande avenue, par exemple, où il y a de la pollution, c'est tôt le matin ou le soir. S'il y a du pollen, il faut faire attention pour que le patient ne soit pas trop exposé. On peut utiliser des purificateurs d'air avec filtre HEPA, c'est l'idéal, mais pas toujours disponible. Bien sûr, on connaît les contraintes. Il faut éviter l'humidité. On peut utiliser les déshumidificateurs et les moisissures. Il faut chercher dans les coins, les recoins, les plafonds et il faut bien sûr tout nettoyer et il faut éviter les sources de pollution intérieure. Des fois, on a l'impression de bien faire, d'utiliser des détergents un petit peu agressifs, des encens, des bougies, des sprays. Oui, tout ça, c'est pas bénéfique pour nos patients, ça agresse et donc ça donne des problèmes pour ces patients. Et bien sûr, il faut éviter des gens qui fument parce qu'ils portent ces débris sur leurs vêtements, les cheveux et tout. Et bien sûr, la poussière à la maison, comment on fait? Les aspirateurs
pas un vieux aspirateur qui rejette de la poussière, mais un aspirateur avec un filtre épais, chiffon humide microfibre pour... pardon. Bien sûr, les draps, les rideaux et j'en passe. Les plantes, il faut pas les oublier. Les plantes, ça fait joli. On dit que ça remonte le moral du malade, mais il faut pas oublier que la terre, elle peut contenir des moisissures et donc ça constitue un risque. Et j'arrive à l'hygiène personnelle, hygiène des mains, bien sûr, l'eau de savon et les solutions hydroalcooliques, lavage du linge qui doit être à une température élevée, plus de 30 degrés, et bien sûr, ça pour éviter les contaminations qui sont croisées et bien sûr les serviettes de toilette qu'il faut changer quotidiennement. Si sont humides, c'est le nid pour les champignons et les pseudomonas. Donc, en conclusion, la priorité actuelle, c'est d'étendre la couverture vaccinale du patient de l'immunodéprimé et l'entourage, bien sûr, sensibiliser les soignants surtout à cet apport que c'est pas une perte d'argent et réduire, bien sûr, ça va permettre de réduire les obstacles et bien sûr, il ne faut pas oublier l'hygiène de l'environnement. Et je vous remercie.